Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bienvenue sur ce nouveau stream à la maison de Immigrés au Japon. Ce soir, comme sujet, nous allons parler du pavillon d'argent. Nous allons évaluer la visite, les possibilités sur la visite, l'intérêt du lieu, etc. On fera aussi une petite partie discussion à la fin sur l'évolution du stream parce que on va faire quelques changements au niveau des streams à la maison et donc je voudrais avoir votre avis. Donc aujourd'hui nous allons parler du Ginkakuji, le pavillon d'argent qui mérite très très peu son nom en fait, mais tant pis. Alors que je mette à jour, je me lance sans avoir fait les préparations que je devais. Ce n'est pas bien. Hop, c'est fait. Hop, non, ça y est, on ne peut plus arriver. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler du pavillon d'argent. Le pavillon d'argent qui s'appelle en japonais le Ginkakuji. Le pavillon d'or, c'est le Kinkakuji. Et le pavillon d'argent, c'est le Ginkakuji. Donc Kin, c'est l'or. Gin, c'est l'argent. Le pavillon d'argent est plus récent que le pavillon d'or. Il a été construit par un membre de la même famille. Le grand-père a fait le pavillon d'or, et donc le petit-fils a fait le pavillon d'argent. En fait, il n'a pas fait un pavillon d'argent, c'était pas le projet au départ, mais on y reviendra. Cette famille, c'est la famille Ashikaga. À chaque fois, je confonds avec le personnage de Mononoke Hime. Ashikaga, le grand-père qui a fait le pavillon d'or, c'était Yoshimitsu. Et le petit-fils qui a fait le pavillon d'argent, c'est Yoshimasa. En fait, si on s'intéresse à cette famille de shoguns qui précède les grands unificateurs du Japon, il y a 3 monuments dans Kyoto qui donnent l'exemple, comment dire, donc pas qui donnent l'exemple, mais qui montrent la puissance de cette famille pendant son shogunat. On a en fait le premier de la famille qui est Takeuchi, qui a fait le Tenryuji à Arashiyama. Ensuite, si je me souviens bien, son petit-fils, c'est Yoshimitsu, qui fait le pavillon d'or. Et ensuite, c'est encore 2 générations plus tard, le petit-fils de Yoshimitsu, Yoshimisa, qui fait le pavillon d'argent. Donc vous pouvez vous faire une thématique de visite sur le shogunat Ashikaga, en allant de Arashiyama avec le Tenryuji de Takeuchi jusque l'est de la ville, donc c'est vraiment d'ouest en est. Donc juste à l'est ou jusqu'à l'est où vous arrivez sur le Ginkakuji, le pavillon d'argent fait par le dernier shogun de cette famille. Il y a pas mal de choses proches de chaque monument, souvent liées à la même époque. Donc voilà, on n'a pas besoin de se contenter de ces 3 lieux-là. On peut profiter du quartier autour un peu à chaque fois. Il y a toujours des choses intéressantes à voir à proximité. Des fois, il y a des mélanges. Donc, par exemple, on va avoir avec le pavillon d'argent ce qu'on va appeler la Higashiyama Bunka. Et près du pavillon d'or, vous aurez un jardin sec, le jardin sec du temple Ryoanji, qui fait partie des exemples aussi de la Higashiyama Bunka. Donc vous pouvez en quelque sorte avoir des sortes de sauts, ce genre de choses, mais vous pouvez vraiment faire une continuité thématique entre ces 3 spots. Voilà. Donc pour ce qui est des informations techniques, le pavillon d'argent a été construit en 1482
Et il a entre autres souffert de la guerre des grands hommes, la guerre de Onin, la guerre des Onin. Et il y a toute une légende au sujet de son nom. Okay. Donc on va tout de suite se pencher sur les images à notre disposition. Peu d'images de moi, plutôt des images que j'ai récupérées sur le net, parce que c'était sur mon plan de cette année de faire de meilleures photos explicites sur le site, et j'ai pas eu l'occasion d'y aller à cause des conditions actuelles. Mais ça fait partie des priorités sur les prises de vue, dès que ce sera décent d'aller faire ce genre de visite. Donc nous allons nous intéresser à ce que l'on nous propose là-bas. Et voici le plan du pavillon d'argent. C'est un site qui est assez petit, qui est plus petit aussi bien à l'origine que maintenant que le site du pavillon d'or. Cependant, ça appartient à la même école bouddhiste du Zen qui est le Linzai. Ce sont les mêmes propriétaires, si vous voulez. Donc ici, j'ai trouvé une estampe qui, je pense, est une estampe moderne en fait, qui nous montre le site de manière assez intéressante, puisqu'on y voit les principales informations et quelques informations additionnelles. Le pavillon d'argent, c'est en fait ce bâtiment couleur bois qui est juste au milieu devant nous. D'accord ? Donc c'est à l'arrivée une des choses qu'on va voir en premier. On va entrer par en bas à gauche, passer par l'entrée. On va passer devant un bâtiment qui est toujours fermé, qui est un petit jardin sec, avec un mur qui sépare sur la droite. Et on va franchir ce mur au bout de la ligne droite et on va arriver avec d'un côté le tas de sable dont on va parler, qui est important sur le site, et le pavillon d'argent. Donc le pavillon n'est pas argenté, pas du tout aussi spectaculaire que le Kinkakuji, ce qui nous permet de voir que c'est la même inspiration derrière, la même envie. C'est le phénix qui est également sur le toit, sur la pointe du toit. Donc quand vous arrivez là, voilà, dès que vous entrez dans le site, en quelques secondes, vous vous retrouvez devant l'attraction principale, qui est donc le pavillon d'argent. Le pavillon d'argent, c'est comme le pavillon d'or, dans le sens où en fait c'est seulement un lieu de culte, où vous allez avoir premier étage et deuxième étage des statues ou des objets relatifs aux cérémonies religieuses. Ça n'a jamais été un bâtiment d'habitation, ça a toujours été un bâtiment en fait religieux. Quand vous entrez donc, vous êtes face à un gros tas de sable blanc. Alors on va tout de suite s'en faire une idée. Le voilà. Voilà la première chose que vous allez voir. Donc, du point de vue de l'image, il apparaît assez rapidement, assez clairement, que c'est forcément une évocation du mont Fuji. On ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Donc, c'est le mont Fuji, et on va se demander principalement, en fait, comment ça fait... bonsoir, Setkun. On va se demander, en fait, surtout comment ça tient, vu que c'est du gravier, comment c'est-il qu'ils ont fait pour le faire tenir. Donc, je suis tellement bien organisé que j'ai pas encore fait ça tout à fait correctement. Alors, vous allez profiter de mon super fond d'écran. Hop. Comment c'est-il qu'ils font ? Eh bien, nous avons quelques informations sur la question. Vais-je arriver à les montrer d'ailleurs ? Tiens, j'ai pas vérifié ça. Est-ce que les vidéos, ça va passer ? Voyons ça. Non. C'est pas une bonne idée, ça. Programme associé, non. Celle-là, ça marcherait mieux.
Non, c'est une catastrophe de faire ça. Alors attendez, je vais vous remettre ça. Hop. Et je vais faire comme si de rien n'était et travailler sur l'autre écran. Donc, en fait, c'est un tas de sable. Donc, comment fait-il pour tenir? Il est entièrement friable. Hein, c'est juste du sable des graviers accumulés. C'est pas renforcé au béton ou quoi que ce soit. Ça pourrait tout à fait être détruit. On le voit s'effondrer de temps en temps quand on a du très mauvais temps sur la région. Donc en fait, eh ben, c'est simplement du sable tassé par des gens qui ont l'habitude et qui font que bah voilà, c'est fait. Alors, comment vais-je arriver à vous montrer ça en fait? Ça va être ça le truc le plus chelou. Comment je peux arriver à vous montrer ça? Voilà quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Alors, j'ai peut-être une idée. Attendez. Hop. On va revenir là. On va dire à Trucmuche ici d'aller voir s'il nous trouve le truc. Hop. Quelque chose dans ce genre là. Est-ce qu'il va pouvoir nous le montrer? Non, il veut pas. Hein. Comment se fait-ce? C'est bien d'arriver avec un truc bien monté et tout. C'est formidable. Bon, comme c'est des vidéos, j'ai un gros souci. Ah non, voilà, c'est pour ça. Tadadam. Ok, donc c'est ça que je veux lancer. Et en fait, c'est pas ça, mais ça, comment? Non. Ça, comment? Non. Ah, ça veut pas montrer ce que je veux. Bon, ok. Alors on va se contenter de cette horreur. Je peux couper ça. Et on va faire avec ça. Donc voilà, les mecs montent dessus et vont tasser comme des bons travailleurs ce qu'il y a, le sable qu'on va leur lancer. Donc ils commencent par en haut, bizarrement. Et ils vont descendre petit à petit pour lisser la totalité du cône. Donc voilà. C'est comme ça qu'ils s'y prennent. Tout ça pour ça. C'était formidable. Donc quand vous entrez, vous arrivez sur ce site-là. Et votre première vision, c'est ça. À vous de voir si ça évoque véritablement ce que vous voulez ou pas par rapport au site. Moi, ça me fait pas franchement rêver ce tas de sable, mais bon, il y a des gens qui trouvent ça impressionnant. Moi, au niveau de la réalisation, oui, c'est vrai que bah, ça fait quand même quelque chose. Ensuite, quand on s'éloigne un peu, on peut trouver des petites scènes photographiques donc sympas. Donc ce bâtiment, c'est le pavillon d'argent en lui-même. Vous avez le cône derrière l'arbre. Et devant, vous avez le jardin sec qui est organisé devant le bâtiment principal, qui est simplement en fait un champ surélevé strié. Donc je pense que c'est une des plus belles photos qu'on puisse faire. Le truc qu'il faut voir, c'est qu'en fait, vous avez des gens ici, vous avez les visiteurs ici la plupart du temps. Donc c'est une photo qui est assez dure à faire parce que n'avoir personne dans le champ, vu qu'on a là le point d'observation, c'est assez dur. C'est vraiment les gens qui viennent sur les jours où il n'y a personne ou alors sur des moments de fermeture qui arrivent à tirer cette photo. Vous avez la même où vous avez encore plus de problèmes avec les touristes parce que toute la partie à droite, là, ça va être plein de visiteurs si vous venez en temps normal.
On comprend pourquoi le site est célèbre. On a quand même des arbres de différentes couleurs selon les saisons. On a le jardin sec. Le bâtiment en lui-même est quand même assez cool. Donc ça nous fait une très jolie image. Et même en fait la partie chemin où les gens peuvent passer, on arrive facilement à l'oublier sur la photo s'il n'y a personne. Là, regardant de l'autre côté, voici le bâtiment principal du temple. Et en face, vous voyez le champ de jardin, enfin le jardin sec qui est un tas en fait très large, surélevé, sur lequel ils font des stries. Donc là encore, on peut chercher des photos où on les voit travailler pour faire les stries. C'est pas une mince affaire de faire ça parce que sur le bord, donc c'est friable et donc s'ils marchent au mauvais endroit, ils peuvent complètement ruiner le boulot qu'ils ont fait. Ce bâtiment qui est là, on peut le visiter, pas tout le temps, mais il est souvent ouvert à la visite. C'est un coût additionnel à la visite. Et vous pouvez voir les intérieurs qui ont un certain nombre de peintures de peintres fameux de leur époque. Le deuxième bâtiment attenant à ça, par contre, est un bâtiment plus important parce qu'en fait, c'est un pavillon de thé. Et c'est en fait techniquement le premier pavillon de thé qui va donner l'exemple pour tout ce qui va venir pendant la période Higashiyama et sa suite. Higashiyama Bunka et la suite. C'est voilà, la première pièce bâtiment qui a été imaginée pour faire de telles choses, pour faire une cérémonie du thé. On voit que c'est devant un jardin avec une pièce d'eau. C'est donc un jardin humide japonais. On a là tout le setting de ce qu'on va retrouver régulièrement maintenant dans les organisations de lieux des, euh, pour des cérémonies du thé. Sur votre chemin après, on arrive sur des choses qui sont plus inattendues, auxquelles on ne prête pas toujours attention, mais là vous avez une cascade qui est réputée. Alors il n'y a aucun sens à jeter l'argent dedans pour faire des vœux, mais beaucoup d'étrangers le font. Par contre, voilà, le setting, la mousse, cette petite cascade, le fait que ça tombe sur l'eau, que l'eau tombe sur une pierre qui est dressée, qui va évoquer un poisson. Voilà, ça fait partie là de vraiment l'imagerie qui va être importante pour la culture de Higashiyama Bunka. Ensuite, à partir de là, on monte au-dessus du site. Et donc, on va commencer à avoir des vues intéressantes, puisque le site en lui-même est séparé de la ville par une rangée d'arbres qui peut être assez épaisse. Et donc, on peut arriver à tirer vraiment des vues assez intéressantes. Alors, celle-là, elle inclut le jardin sec. C'est pas ma préférée. Je préfère quand on travaille quelque chose comme ça, où on essaye d'isoler totalement le pavillon au milieu de la verdure. On peut faire le même travail sur le pavillon d'or. Donc moi, ce qui m'intéresse à faire comme photo, que j'ai pas encore faite, mais que je veux aller travailler, c'est justement cette comparaison, les deux pavillons isolés dans leur verdure, avec chacun leurs différences, leurs situations différentes. Ça me paraît être un sujet intéressant. On a vraiment l'impression de rapidement se retrouver un peu dans la nature. On a vraiment, on est dans un jardin qui se lie bien à la nature de la colline qui démarre à cet endroit-là. Et ça reprend un peu l'idée qu'on avait dans le jardin du Tenryuji, qui est donc le jardin du temple de l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, où c'est un jardin de nature empruntée, où le jardin et la nature qui est derrière se confondent à l'œil. On a vraiment l'impression que toute la nature qui est derrière le jardin en fait partie. Et on peut retrouver cette impression aussi sous certaines formes dans le pavillon d'argent.
dans le jardin du pavillon d'argent. Voilà, là on est sur, je pense, la meilleure approche photographique du site. Bénéficier des couleurs bien décalées pour cacher la ville, cacher le jardin. Je pense que c'est là qu'on a les photos les plus évocatrices. Donc il y a 2 spots précis sur le chemin qui permettent de faire ces photos-là. Et bien sûr, j'indique ces lieux-là, ces lieux de prise de vue quand je visite avec la clientèle. Et pour je ne sais quelle raison, ça ne veut plus. Ouh. Le soft est complètement parti. Un petit crash en direct, c'est fantastique. J'attends de vérifier que ce soit revenu. Il faut que je gère le délai de mon retour. Ça avance. Et voilà. Dans cette montée au-dessus du site, on a une partie intéressante où on a une cascade sèche, donc des cailloux qui ont été arrangés pour évoquer une cascade sèche. Et étant donné l'humidité du site et les jours de pluie, on peut en fait avoir réellement de l'eau qui va ruisseler, mais c'est fait de la main de l'homme pour évoquer une cascade sèche. Au pied de ça, on a la source d'eau pour la cérémonie du thé. La source que Yoshimisa utilisait pour faire sa cérémonie du thé quand lui a commencé à faire ce genre de choses dans ce temple-là. Ce qui marque beaucoup les gens qui visitent le site, c'est la mousse. Il n'y a pas de site, on ne peut pas se rouler dedans. C'est vraiment l'envie de beaucoup de monde. On peut la toucher même est déconseillé, voire interdit. Donc il faut l'apprécier avec les yeux. Il y a des moments où on peut quand même mettre l'appareil pour faire de la photo intéressante sur la mousse. C'est un des sites où vraiment on peut s'amuser le plus. Comme on a une certaine dénivelée, en fait on va pouvoir faire des photos qui vont exploiter la mousse assez sympathiquement sans avoir de gêne. La mousse est entretenue, ils la font pousser sur des tamis et ils viennent l'appliquer là où elle commence à mourir pour garder le site en l'état. La mousse n'est pas entièrement naturelle, elle est artificiellement posée par les hommes pour maintenir la couverture. Donc ça fait des choses très très sympas, on peut vraiment beaucoup travailler ces images. Y a dans les passages, c'est un escalier bien aménagé. Donc il est suffisamment large pour que un ou deux photographes s'arrêtent et puissent prendre un petit peu de temps pour faire des photos. Les conditions sont suffisamment bonnes pour pouvoir s'amuser un peu avec ça. C'est plus intéressant d'être là, c'est plus facile déjà d'avoir accès au Kinkakuji que d'aller au temple des mousses. Et là, on a une dénivelée, donc la mousse, c'est un peu plus facile à travailler au niveau de la photo que par exemple au Gyoji, qui lui a un espace très restreint, assez plat, et on a du mal à ne pas avoir les gens, les visiteurs dans le cadre. Donc le Gingakuji, pour ceux qui aiment faire des photos de mousse dans ce genre-là, c'est vraiment le Gingakuji qui est le plus intéressant. Voilà, on peut avoir différentes approches. J'ai trouvé pas mal de gens qui travaillent ça de manière assez sympathique. Donc on fait le tour, là on monte, on voit la mousse et ensuite on va redescendre plus proche du pavillon. En fait techniquement on va redescendre de l'autre côté du pavillon. Et là encore vous pouvez avoir une vue différente puisqu'on va avoir un petit ruisseau, donc on va avoir davantage une approche de jardin
humide japonais, mais sans étang, qui vous amène sur le pavillon d'argent. Donc on a encore une vue très variée sur le jardin. On peut avoir des photos complètement différentes dans les différentes parties de cette petite visite. Parce qu'à l'arrivée, si vous le faites au pas de course, vous le visitez en moins de 10 minutes, ce site. Mais voilà, si vous avez surtout envie de prendre des photos, vous avez l'opportunité de prendre vraiment des choses différentes, des ambiances différentes, selon que vous soyez à l'entrée en bas, sur la montée, ou alors à la sortie en bas. Vous avez vraiment des ambiances différentes sur le site. Bien entendu, les saisons vont jouer également sur les couleurs de votre photo, bien entendu. Voilà un complément des premières scènes qu'on a vues. Vous voyez qu'on on peut avoir une approche complètement différente, beaucoup plus aquatique, en prenant les photos de l'autre côté. Même chose, hein, là on a des gens qui peuvent être au milieu. Donc on peut avoir des gens qui gênent sur les photos si on les fait là. Et donc il faut vraiment venir un jour où il n'y a personne, ou sur un jour être introduit pendant un jour de fermeture, pour arriver à avoir une photo parfaite comme celle-ci. Ça dépend aussi de la taille du pain à droite, parce que en fait là, grâce au pain, on nous cache une partie du parcours. Quand il est trop taillé, eh ben, ça peut poser des problèmes. On peut voir davantage de choses qui nous intéressent moins. Mais vous voyez qu'on peut avoir vraiment deux images complètement différentes. Une image très sèche, quand on a le tas de sable qui fait l'évocation du Fuji, où on va avoir énormément de blanc sec devant. Et de l'autre côté, avec avec l'étang, on va avoir une vision beaucoup plus humide, beaucoup plus aquatique. Euh, Vraiment deux visions opposées du site. Ça y est, je suis en train de recracher mon ordi. C'est fantastique d'arriver à faire ça 2 fois de suite. Ok. Donc dans les choses que j'avais encore à vous montrer sur ce site, voici une image de Yoshimisa, donc le créateur du site. Donc le dernier shogun, pour autant que je me souvienne, de la famille Ashikaga. Ah, j'ai récupéré une image là cette fois-ci. Oh, c'est la fête. Donc voilà, là vous les voyez travailler sur le cône de sable. Donc vous voyez qu'il y a un monsieur sur le dessus qui doit être assez léger. Et ensuite on va lui envoyer du sable qu'il va tasser à partir du haut et descendre vers le bas. Donc maintenant on va se demander en fait pourquoi ça s'appelle le pavillon d'argent. Quand on regarde sur des sources comme Wikipédia ou ce genre de choses, on nous dit que en fait Yoshimisa a perdu le pouvoir et donc l'argent pour suivre son plan de couverture en argent de son temple, puisqu'il a perdu le pouvoir. Donc on nous dit voilà, il a été pris par le temps et les circonstances, il n'a pas pu finir. Cependant, il y a eu des recherches qui ont été faites. Si je me souviens bien, il n'y a pas très longtemps, dans la fin des années 2000, entre 2007 et 2010, il y a eu des travaux de restauration, de rénovation de ce bâtiment. Et on s'est aperçu qu'il n'y a jamais eu d'argent où que ce soit. Et on peut se dire que s'il y avait le plan, vraiment le projet de faire un pavillon couvert d'argent, il y aurait eu quelques petites tentatives de le faire petits morceaux. On se dit qu'ils n'auraient pas complètement abandonné avant d'avoir essayé, quoi. Ils auraient peut-être simplement fait une porte ou un truc, mais histoire quand même de travailler sur le prestige. Et donc ces recherches pendant la restauration ont amené à voir qu'il n'y avait aucune parcelle qui avait été traitée à l'argent ou que ce soit d'une manière que ce soit, même légère. Donc d'où vient cette légende? D'où vient ce nom? En fait, c'est un nom qui est arrivé beaucoup plus tard.
C'est un nom qui est arrivé en 1658. Je vous rappelle que la construction, c'est fin 15e, c'est 1482. D'accord ? Donc, c'est un surnom qui est arrivé longtemps après, 150 ans, 160 ans plus tard. D'accord ? Et en fait, c'est simplement qu'à l'époque Edo, nous avions des personnes, des moines principalement, qui voyageaient, qui faisaient des petits guides touristiques, en fait, des lieux à aller voir dans les villes qu'ils traversaient. Surtout pour leur ami moine, parce que c'était dans le but de voir les choses qui pouvaient éclairer l'esprit. Et à l'époque, ce bâtiment, par contre, s'il n'était pas couvert d'argent, il était verni. Et un de ces guides touristiques, disons, eh bien, est venu sur ce site de nuit, a vu le reflet de la lumière de la lune sur le jardin sec qui est à proximité et sur le bâtiment verni, et il a eu l'impression de le voir couleur argent à cause des reflets. Et c'est pour ça que dans son document, il a parlé donc du pavillon d'argent. Et ce surnom est resté pour le temple à partir de cette époque-là. Donc c'est arrivé seulement 160 ans après que le temple a été construit. Ça n'a rien à voir avec le projet du bâtisseur. C'est une circonstance, il n'a jamais eu d'argent, contrairement au pavillon d'or, qui lui a eu de l'or, peut-être pas toujours dans les mêmes quantités, dans la même représentation, mais a eu de l'or. Le pavillon d'argent n'en a jamais eu. Alors je suis obligé de... Oh, c'est dingue cette appli qui arrête pas de sauter. C'est infernal. Ginkakuji, il est là. Et donc, il me manque un document que j'étais censé avoir mis là. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Je m'étais emmerdé à chercher le... Bon, tant pis. Parce qu'en fait, ce document-là, qui donc parle du pavillon d'argent, on en a une copie en fait. Et je l'avais récupérée. Et pourquoi elle n'est pas dans les sources que je me suis mise ? J'étais sûr de l'avoir copiée. Étrange, comme c'est étrange. Vous avez dit étrange. Non, ben ça n'aura pas voulu. Tant pis. Mais bon, bref, vous avez un dessin oui, qui est fait à l'encre noir sur blanc, pas une estampe, où le moine donc a écrit une référence sur le fait que c'était le pavillon d'argent parce qu'il avait vu. Et c'est resté dans l'esprit de tout le monde. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la famille qui l'a fait bâtir. Donc voilà. Donc le pavillon d'argent, il est sur la partie est de la ville, très au nord de la partie est. Et il est un peu séparé en fait des autres sites qui sont par exemple le Nanzenji, le Eikando, qui sont les plus proches. Mais après, tout ce qui est Gion, etc., c'est beaucoup plus au sud. Et par chance, au XXe siècle, il s'est développé une nouvelle attraction dans ce quartier-là qui a permis de le connecter aux temples connus les plus proches, à savoir le Eikando et le Nanzenji. Et cet espace, cet objet, ce lieu qui a permis de connecter tout ça, c'est le chemin du philosophe. Donc le chemin du philosophe est une création récente, puisque c'est au XXe siècle qu'un philosophe très important de la culture japonaise a vécu dans le quartier, et il faisait ses marches de méditation philosophique
de chez lui à l'université en passant le long d'un canal qui avait quelques cerisiers assez sympas. Ce philosophe s'était donné comme tâche d'expliquer la philosophie japonaise avec les concepts de la philosophie européenne. Donc il était s'attaquer à une grande tâche, il avait travaillé sur la traduction de Kant, et bref, il ruminait beaucoup. Et donc il marchait beaucoup le long de ce canal. Quelques années après qu'il n'ait plus fait ça, après sa mort donc probablement, eh bien le gouvernement local, la municipalité a voulu réaménager le canal pour améliorer l'urbanisation du quartier. Et les riverains de ce canal ont protesté. Ça, si je me souviens bien, c'était vers les années 70. Ça a dû se finir en 74, je crois. Et donc les habitants ont protesté, ont combattu les décisions de la municipalité et ils ont réussi à sauver le canal de la destruction techniquement ou de la disparition. Et ils ont convaincu la municipalité même de son utilité historique ou de sa valeur historique. Et donc ils l'ont fait reconnaître comme une sorte de monument au sujet de ce philosophe, avec ce philosophe qui l'avait fréquenté. Et à partir de là, il a été entretenu et il est en l'état qu'on connaît actuellement, donc avec pas mal de cerisiers tout de long. Ça reste un canal technique, hein, qui est un peu ancien, qui a été un peu rénové pour qu'il soit sympa. Et on marche le long de ce canal sur plusieurs kilomètres en fait. Au total, ça doit faire 2 km 4 entre le Ginkakuji et le Eikando. Et donc on va marcher là, on a des parties anciennes, mignonnes, on a des parties plus récentes, moins mignonnes mais mieux aménagées. Et donc le pavillon d'argent a bénéficié au point de vue de sa réputation de cette connexion aux autres temples grâce au chemin du philosophe. Il n'y avait rien d'autre dans le quartier qui permettait vraiment de le connecter au reste, c'était un peu trop éloigné. Et donc ça a vraiment été une chance touristique pour le Ginkakuji d'avoir la popularité de ce canal depuis donc les années 70. C'est donc très très récent le chemin du philosophe. Après sur le nom on peut discuter. C'est le japonais pourrait nous dire le chemin de la philosophie. En anglais ils ont décidé de traduire par le chemin des philosophes. Ayant vu l'histoire, moi je suis partisan pour dire même le chemin du philosophe parce que voilà, c'est le seul lien à la philosophie, c'est cet homme qui passait là, quoi. Donc le chemin du philosophe ne me paraît être quelque chose de plus proche de la réalité du nom. Même si le chemin de la philosophie, c'est pas moche, hein. Mais ça me paraît pas être suffisamment correct par rapport à l'histoire du lieu. Donc voilà. Le pavillon d'argent donc s'est développé par chance dans les circuits touristiques, mais il a quand même une valeur qui a justifié ça. Donc c'est toujours une visite intéressante à faire. Elle est assez courte en elle-même. Elle est connectée à d'autres choses. Elle peut rentrer facilement dans une journée de visite. Surtout que la ville fait des efforts pour justement mettre en valeur les 3 bâtiments de la famille Ashikaga. Donc vous avez des bus qui vont faire Ginkakuji, Kinkakuji en direct. Vous avez une ligne de bus qui ne fait que ça en fait, qui va connecter les deux. D'habitude, tous les bus passent par la gare en gros ou par un autre terminal qui est le point central de la ville. Mais là, on a cette ligne de bus qui a été faite spécialement pour les touristes entre les deux sites. Donc la ville essaye vraiment de mettre en avant ça et c'est une visite qui donc doit se faire parce que elle est facilitée et donc elle peut être faite sans que ça gêne d'autres visites en fait. Sans que ça vous fasse perdre de temps, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est le pavillon d'argent
qui est comme ça. On peut peut-être essayer de se remettre, de juste refaire un petit tour sur les photos qui sont de qualité sur le site. Moi, ces photos-là, est-ce que j'ai bien cliqué sur ce que je devais? Non, pas du tout. Voilà. Voilà. Moi, ces photos-là sont les photos qui m'intéressent le plus. On va dire. Ah, punaise. Plutôt les photos qui ont des couleurs, hein. Donc, je dirais celle-ci sur l'horizontale. Et ensuite, celle-ci sur une vue descendante. Bon, bien sûr, il faut découper une photo avec un objectif correct qui fait du 16 neuvième. Voilà, ça peut tirer ça. Bonne lumière, bonne couleur. C'est probablement cette vue-là qui est de loin ma préférée quand même. Je suis le jardin sec est cool, mais c'est pas le plus beau, c'est pas mon préféré. Donc c'est vraiment cette vue-là qui m'attire le plus sur le site. Donc vous voyez qu'on a des érables rouges. La visite, à mon sens, la meilleure, elle se fait sur quoi, quelque chose comme octobre, début novembre, la saison des momiji. C'est à mon sens le meilleur moment. Même s'il y a quelques cerisiers, quelques pruniers qui peuvent apporter des couleurs sympathiques, le site me paraît avoir besoin d'avoir une image plus grave, donc l'automne me paraît plus approprié pour ça. Donc voilà ce qu'il en est pour le pavillon d'argent. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur la question. Laissez-moi repasser à travers mes différentes choses. Non, c'est bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais sous la main. Je vérifie celui-là aussi. Donc, ouais, Tenryuji, c'est Takeuji. C'est la première génération du shogunat. Ensuite, troisième génération du shogunat, c'est Yoshimitsu, c'est le Kinkakuji, le pavillon d'or. Et Yoshimasa, je me suis trompé, enfin si, c'est la deux générations plus tard, mais en fait là, on a eu des successions entre frères. Et donc, c'est techniquement le huitième. Yoshimasa, c'est le huitième shogun de la dynastie Ashikaga. Mais en fait, il y a eu seulement 5 générations sur ça. En fait, entre Yoshimitsu et Yoshimasa, il y a eu des frères chez Yoshimitsu. Et ensuite, on a eu d'abord les frères de Yoshimasa et ensuite Yoshimasa. Et après, ils perdent le pouvoir, ils sont beaucoup moins importants après Yoshimasa. Ça continue jusqu'au 15e, il y en a 15 au total. Mais après Yoshimasa, ils ont beaucoup moins leur place puisqu'on est dans les moments de guerre, qui vont mener à l'unification en fait. On va avoir les guerres des daimyo. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre sur la question? Donc ça c'est la période qu'on appelle la période Muromachi. Et voilà, c'est à peu près tout. Sur le pavillon d'argent. Si les quelques-uns qui sont par ici, qui sont encore là,
Vous avez des questions sur le pavillon d'argent ou quelque chose d'autre relatif à Kyoto, au Japon, au tourisme au Japon, etc. N'hésitez pas, je vous laisse quelques minutes pour poser vos questions. Et s'il y en a, j'y répondrai. S'il n'y en a pas, je ferai mon petit laïus au sujet de mes activités. C'est très instructif. Parfait, merci beaucoup, Setkun. Après, le problème que j'ai, c'est que c'est tellement instructif que visiblement la plupart des gens parlent pas en fait. Il faudrait que va falloir que je travaille sur un système plus interactif. Visiblement, il va falloir que je pose des questions si je veux que le chat s'implique. On fera un peu plus de spéculation. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vois plus de monde derrière. Donc, pour ceux qui sont là, est-ce que quelqu'un a une question? Tu aimes le système de narration? Bah justement, on va en parler en fait de système de narration. Ça fait partie des choses que je considère pour le changement en fait. Les autres, non, sûr. Bon, alors maintenant je vais parler de moi, mon sujet préféré dans la vie. Donc voilà, techniquement, ce que je vois avec les autres streamers, c'est que le format narratif comme ça, c'est pas très intéressant de mon côté pour la popularité du stream. C'est que ça, il y a peu d'interaction en fait. Donc ça m'intéresse de travailler ma narration parce que vous voyez que c'est pas encore revenu. Ça se passe beaucoup mieux quand je suis en visite, mais là c'est dur de le refaire sur l'écran. Donc en fait ce qui se passe c'est que depuis longtemps j'ai un podcast audio, d'accord, que je tiens depuis quoi, 2016 ou 2017 je crois, quelque chose comme ça. Donc je pense passer tout le côté narration sur le podcast, qui actuellement est un mensuel qui ne sait pas trop où il va. Je pense un peu le transformer en narration de visite. Idéalement même, ce serait des narrations faites en IRL. Donc seulement en audio, et puis je trouverai un moyen de, en fait, avec les fichiers M4A, je peux mettre des photos, je peux attacher des photos sur l'audio. Donc je pense plutôt travailler ça, travailler la narration sur l'audio. L'IRL pourra se faire, la vidéo IRL pourra se faire également sur les sites en live. Ça ne s'exclura pas. Mais sur les lives, les vidéos live, je peux pas vraiment mettre toutes les sources autres images que j'ai. Donc le travailler sur un format audio avec un support image, ça me permet de placer tous les supports visuels que je peux avoir en plus en fait. Donc je pense à ça. Et du coup, au niveau des IRL, enfin pas non, au niveau des programmes à la maison, j'essaye de trouver une solution pour faire quelque chose d'interactif. Et je pense passer à quelque chose de plus, comment dire, mince, comment on dit, de quelque chose d'un peu plus ludique. En fait, je vais peut-être essayer de travailler sur un petit système de jeu au sujet du Japon. Donc plus basé sur des questions, des images, des réflexions, pouvoir aborder différents sujets de discussion en fait pendant un programme à la maison. Donc pas un truc sérieux de quiz dans le but de bloquer les gens
et de, comment dire, ouais, les casser en disant ah vous savez pas ça, mais plutôt un truc où on essaierait de découvrir ensemble, partager ensemble des anecdotes ou des choses sur des thèmes précis apportés par la configuration ludique. Voilà, quelque chose qui utiliserait peut-être l'épaule, peut-être ce genre de choses, oui. Voilà. Pas quelque chose de lourd et sérieux, mais quelque chose pour vraiment qu'on travaille sur l'interaction quand je suis à la maison, qu'on puisse évoquer différents sujets, etc. Donc je ferai des essais incessamment sous peu. Peut-être pas mercredi parce que c'est un peu court pendant le programme anglais, mais définitivement dimanche prochain, ce serait ce que j'essaierai de faire. Après, j'ai besoin de voir avec mon interface si j'arrive à faire l'épaule, etc. Mais voilà. Oui, il y a le patch quiz dans la base de Twitch. Donc voilà, dès que je trouve le moyen de connecter ça dans OBS, et ben en fait, on pourra s'intéresser à ça. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée qu'on aille dans ce sens-là? Sachant que le contenu que vous avez maintenant là, je le fournirai en audio, tout aussi gratuit que l'intervention sur Twitch. Je vous donnerai les adresses pour se connecter, pour le récupérer. Ce sera même des audios que vous pourrez récupérer à travers Discord, je pense, etc. Parfait. Bon, ça a l'air de vous plaire, merci beaucoup. Vu que maintenant je prends des abonnés, le premier gain que j'ai trouvé à donner aux abonnés, c'est que pour toutes les adresses de lieux vus en IRL, je vais faire des cartes Google. Et donc les cartes seront disponibles pour les abonnés. Voilà, j'ai pas encore fait tous les settings pour l'interaction entre Discord et Twitch, mais au point de vue de contenu supplémentaire pour les abonnés, pour le moment on part sur cette base-là. Première étape, ce sera donc des cartes Google qui vous permettront de faire les visites, d'avoir des informations pour des visites sur les sites que je vous aurais montrés en IRL. Voilà. Il faut que je change mon éclairage. J'ai 3 spots qui sont pas des spots LED. Et je chauffe là maintenant qu'on est en été. C'est une horreur. Je cuis. Je vais être obligé de mettre l'air conditionné et les ventilateurs parce que là c'est une catastrophe. Je suis dans un état fou. Je me liquéfie. Donc voilà ce qu'il en est. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions sur le sujet? Puisque ça a l'air de vous plaire. Ce que je propose, c'est ce hein. Je pensais que comme moi, il y avait un petit verre de rouge pas loin. Non, non, je suis au thé, quoi. C'est même pas du whisky, c'est du thé. Je suis avec mon gros bestiau. Enfin, là, tu vois, j'ai descendu tout ça, quoi, en 2 heures. 2 heures que je suis devant le PC depuis que je suis rentré du boulot. Et voilà, j'ai vidé ça. Donc non, non, c'est sans alcool en plus, quoi. C'est terrible. Non, là, si je bois de l'alcool en faisant ça avec les spots, je finis torse-poil en 5 minutes, quoi. C'est pas gérable. C'est pas gérable. C'est le torse-poil, ce sera pour les abonnés très très long terme, quoi. C'est vraiment le bonus ultime. Ce serait pas possible autrement. Est-ce que certains d'entre vous sont avec Swimming Pool, ouais. Non, je vais commencer par la banane en fait. Je pense que là, le truc le plus important, c'est la banane. Donc, je vais commencer par la banane gonflable et puis la piscine, on verra après. Parce que je suis un peu, quand même, hein, les points de vue distance, hein, là je touche. Hein. Donc, ouais, j'ai pas beaucoup d'espace pour mettre une piscine. À la rigueur, un tonneau. Mais non, la piscine gonflable, là, c'est pas envisageable. Donc, je vais commencer par la banane gonflable. Sinon, est-ce que vous avez déjà visité le pavillon d'argent? Ou le chemin de la philosophie, d'ailleurs, ou du philosophe, hein. D'ailleurs, si oui, en plus, deuxième question,
Qu'est-ce que vous préférez comme appellation? Chemin de la philosophie ou chemin du philosophe? Nope, tu n'as pas fait la visite. T'es déjà venu au Japon? Aucun de vous deux n'est venu au Japon encore? Cette honte. Que Tokyo. Comment on peut ne visiter que Tokyo, quoi? Que Ueno avec les musées. À savoir que par exemple sur Osaka, en fait, le mec qui est à l'origine de la création de Ueno, c'était le frère de l'ambassadeur de Hollande et il a bossé à Osaka, il a formé, il était prof à Osaka pendant une époque en médecine, si je me souviens bien. Et il a une plaque, le frère de ce monsieur qui s'appelle Monsieur Bauduin. Il a une plaque à Osaka. On la verra dans les streams du futur. Et dans la Juku que j'ai montré à Kitahama, on voit des manuels qui sont écrits par lui aussi. Par ce monsieur qui a fait construire le parc de Ueno. Donc le pavillon d'argent, est-ce que ça vous tente à mettre sur votre liste de visites? Est-ce que j'ai réussi à vous faire vous dire que ça allait valoir le coup d'y aller? Et si oui, c'est quoi qui vous intéresse le plus en fait? C'est le bâtiment, le jardin sec, la vue descendante ou la mousse? Parce qu'il y a des gens, c'est vraiment la mousse quoi. On a beaucoup de food mousse parmi les Français qui viennent. Je vous fais de la l'ASMR avec du liquide. Hop. Je vais essayer de voir si je peux sortir une carte de Kyoto pour en parler. L'architecture, c'est ce qui te hype le plus au Japon. Donc au niveau aussi bien du pavillon d'or que du pavillon d'argent, c'est un mix de styles. Sur le pavillon d'or, il y a 3 étages, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, et chacun est dans un style différent. On a sur le pavillon d'or, on a en bas le style Heian, ensuite on a un style samouraï, c'est quoi, comment ça s'appelle déjà, Bukezukuri, quelque chose comme ça. Et ensuite, le troisième niveau, c'est l'architecture de type zen, avec les fenêtres à arches brisées. Sur le pavillon d'argent, il n'y a que 2 étages, rez-de-chaussée et le premier étage, et c'est aussi 2 styles différents. Je crois que c'est en haut, en haut c'est le style zen comme pour le pavillon d'or, et le bas c'est style traditionnel Heian Kyo, je crois. Laissez-moi regarder dans mes bases de données que j'arrive à retrouver cette info là. À savoir que les infos sur ce genre de site qui sont dans Wikipédia sont à 90% totalement exactes. On peut le confirmer avec d'autres sources sans souci. Par contre, sur Wikipédia, si je me souviens bien, pour le pavillon d'argent, il nous parle du fait qu'il n'a pas pu être couvert d'argent à cause de la perte de pouvoir de Yoshimisa, alors que non, en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Mais Wikipédia est quand même exact, oui, largement, à 90% largement, quoi. Le pavillon d'argent, ta 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 ta.
J'ai pas noté, tiens, les deux styles sur celui-là. Comment se fait Alors, on va aller voir ce que les amis de Kampai ont écrit. Tu, 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 tu. Même Kampai n'a pas écrit la différence de style entre les deux. Où est-ce que je vais trouver ça? Où est-ce que je l'ai trouvé par le passé et où est-ce que je vais le trouver de nouveau? Tu, 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 Japon FR peut-être. Kampai s'est pas mis à jour sur les découvertes archéologiques au sujet du pavillon d'argent, tandis que japon-fr.com lui a mis à jour ces informations. Et donc au niveau du style, je crois que c'est eux qui doivent avoir l'avoir écrit. Et donc non, même eux ils l'ont pas écrit. Si j'étais pas une telle queue pour retenir les types d'architecture, ce serait plus facile quand même. Mais en un an de non-activité, en fait, c'est dingue le nombre de choses que j'ai oubliées sur mes discours, que je m'étais emmerdé à chercher et que j'avais appris à réciter. Et alors, en un an, pouf, tout a disparu. C'est terrible. Bon, non, pas moyen. Enfin bon, l'étage, c'est sûr, c'est à peu près le même style que pour le pavillon d'or. C'est le style zen. Et je pense que en bas, c'est style Heian encore. Tu penses que au Japon, les touristes vont revenir cette année? Non, je pense pas. Le gouvernement japonais prend un retard considérable sur la vaccination. Ils arrivent même pas à mettre en place une campagne qui utilise les vaccins qui se sont procurés de manière continue. Donc, pour le moment, ils ont des stocks de vaccins qui pourraient même se périmer avant qu'ils aient réussi à mettre en place un programme de vaccination correct. Donc, c'est vraiment tant que la population sera pas, tant qu'ils n'auront pas l'immunité de horde pour la population locale, je pense pas qu'ils voudront laisser revenir les touristes. Même les touristes vaccinés, j'ai un gros doute. Et de toute façon, oui, il y a une pétition, oui, qui a été, c'est même pas la première, en plus il y a une pétition pour faire annuler les JO. Et c'est surtout les vieux qui sont actifs sur cette pétition, visiblement. Les jeunes s'en foutent, mais là c'est plutôt animé par les vieux, donc ça a plus d'impact. Donc, mais je pense que le gouvernement ne veut pas avoir les conséquences financières de l'annulation. Je crois qu'il y a des pénalités à payer au CIO s'ils annulent. Donc ils attendent que le CIO, mis devant le fait accompli, soit obligé de dire ok, annulez-les, tant pis. Je pense que c'est vraiment un problème d'argent qui gêne la tenue, qui gêne l'annulation en fait. Même fait en huis clos, quoi. Faut quand même amener des milliers de personnes, les athlètes, leur staff, etc. Et ils pourront pas les parquer n'importe où. Ils n'ont pas les infrastructures pour tous les mettre en quarantaine.
c'est pas gérable. Donc non, je pense que même en huis clos, c'est trop dangereux en fait. Et le gouvernement japonais va vraiment attendre que le Seiyo prenne la décision pour pas avoir les conséquences financières. Ça, j'en suis persuadé. Et pour revenir sur les touristes, à mon avis, les touristes, de toute façon, ils reviendront pas tous en même temps. Je pense que le Japon se réouvrira à l'Asie d'abord et ensuite aux pays occidentaux, de toute façon. Et ce sera le dernier pays d'Asie à s'ouvrir, je pense, le Japon, puisque c'est le pays qui est le plus en retard sur la vaccination, en fait. La Corée est largement plus efficace sur la vaccination. La Chine a des efforts de vaccination qui sont incroyables, visiblement. Taïwan, qui a eu très peu de cas, en plus me semble avancer sur la vaccination de manière décisive aussi. Donc c'est clair qu'ils feront venir les... Ouais, après l'été, oui. Et c'est le plan des Japonais, du gouvernement japonais au départ, quoi. Je sais plus, leur plan, c'est d'arriver à un tiers de la population, ou un quart, quelque chose comme ça, un tiers de la population, quelque chose comme 37 millions de vaccinés pour fin juillet au Japon. Ce qui paraît complètement irréaliste parce que genre ils sont à 1,5 million en ce moment, quoi. Donc la montée en puissance pour arriver à 37 millions en juillet, elle est pas crédible. Le Japon a quand même une grosse quantité déjà là. Ils ont quelque chose comme 15 millions de doses, je crois. Sachant qu'ils ont vacciné au mieux 2 millions de personnes. Tu vois, ils en ont 13 millions sur les bras. Et ils ont autorisé un seul vaccin pour le moment. Donc à partir du moment où ils autoriseront les autres vaccins, le nombre de doses disponibles qui seront livrées sera très important. Donc voilà. Au niveau de la levée des brevets de vaccins, le Japon est contre. Parce que le Japon considère que si on lève le brevet, enfin les brevets, il va y avoir une compétition sur les composants entre les pays. Et donc ça risque de gêner davantage la répartition des vaccins que si on garde les brevets. Donc le Japon a été le premier pays important à s'opposer aux Américains sur l'idée de lever le brevet du vaccin. Bon, si l'Europe et les États-Unis sont d'accord, le Japon aura du mal à vraiment avoir gain de cause sur quoi que ce soit. Mais voilà, ils ont annoncé ils étaient contre parce que ils pensent que ça va empirer la situation, ça améliorera pas la répartition du vaccin. Et pour ce qui est de voyager avec des certificats, bah en fait c'est ton pays qui te laissera sortir avec un certificat, mais t'as pas de garantie d'automaticité de la possibilité d'entrer dans ton pays target grâce à ce vaccin, grâce à ce certificat vaccinatoire en fait. Ça reste la politique locale de chaque pays de décider des conditions qu'ils posent à l'entrée sur leur territoire. Ça peut être un élément, mais ça ne garantit pas. Ouais, alors si le Japon accepte avec le certificat vaccinatoire et qu'ensuite ils te mettent en quarantaine, ce pourquoi ils ont très peu d'infrastructures correctes, ça va être chaud, quoi. La libération du brevet, ça pourrait permettre à n'importe quel pays de créer un vaccin. Le problème, c'est que pour créer le vaccin, il faut la technologie. Et l'acquisition de la technologie pourrait mettre dans une compétition les pays pour un matériel qui est en quantité limitée, en fait. Selon le Japon, hein, c'est la position du Japon. Hein. Ils disent, voilà, c'est bien, vous allez simplement mettre le problème de répartition des ressources plus haut. Ça va être au niveau des capacités de prod, en fait.
les matériels hyper spécialisés, etc., ils sont pas construisibles partout. Ils sont pas libérés de brevets, eux, par contre. Et donc, eh ben, c'est là que se créera la tension et ça résoudra pas le problème de disposition du vaccin, selon eux. Après, les laboratoires visent le pognon, mais les Japonais ont un argument qu'il faut quand même considérer. Ou alors il faut libérer vraiment tous les brevets qui rentrent en ligne de compte, donc aussi tous les brevets qui sont liés au système d'analyse d'extraction de l'ADN, enfin oui, du génome, etc., euh, qui permettent de faire le, comment dire, le vaccin à base d'ARN messager. C'est du matériel tellement spécialisé que ça peut pas être vendu comme ça à travers le monde en grande quantité, quoi. Ce brevet ou pas, tu regardes un pays comme je sais pas n'importe quel, mais le Sri Lanka, ils y arriveraient, tu vois, ça changerait rien pour eux à l'arrivée, quoi. Donc on verra bien ce qu'ils font. De toute façon, oui, c'est en dehors de nos mains, c'est pas du tout pas quelque chose sur lequel on a un impact quel qu'il soit. Donc les touristes européens, hein, pas avant l'année prochaine. Je pense qu'il n'y a personne qui se fait encore d'illusions pour cette année. Heureusement, Internet marche toujours bien, oui. Espérons qu'il n'y aura pas de catastrophe sur un câble qui passe quelque part. Ce serait dur. Mais voilà. Sinon, on est vraiment dans la merde. Ouais, ça, c'est clair. Sans Internet, ce serait très très dur. Il faut que je vérifie la météo de demain. Quel temps fera-t-il à Osaka demain? Osaka-shi pour le lundi 10 mai. On est sur du soleil et une petite couverture. Ouais, ce sera plus dur pour expliquer le pavillon d'argent si je suis obligé de vous faire des explications au bic et de vous l'envoyer par courrier, quoi. Demain, donc il fera suffisamment beau à Osaka. J'ai regardé la gueule de mon emploi du temps au boulot en plus. Demain, il y aura un... Oh putain, codé en morse, dit. Ouais, mais la radio amateur, remarque. J'ai des sourds, j'ai un radio amateur que je connais parmi mes amis. Peut-être qu'il me prêterait son matériel pour faire mon petit show. Donc demain, il fera beau. Selon mon emploi du temps, je suis pas super chargé, donc il y aura peut-être 2 lives demain. Demain lundi. Un live du matin, donc qui sera en anglais parce que ce ne sera pas vos horaires. Ça risque de traîner aux alentours de 2 heures du matin pour vous. À vue de nez, il n'y aura pas grand monde sur un dimanche soir, sur une nuit dimanche-lundi. Donc ce sera en anglais. Et puis je ferai un deuxième stream francophone après le boulot. Donc un peu plus tard que d'habitude peut-être. Puisque je devrais finir à ouais, 15h30. Oui, 2h du matin, heure française. Donc pour vous, ce serait pas gérable. Mais donc ce serait pour les anglophones, côte ouest surtout en fait. Pour toi, ah oui, pour toi ça ira, oui par contre, oui. Si t'es dispo le matin. Et je ferai un stream francophone plutôt un peu plus tard que d'habitude, vers 16h. Et ce sera sur Umeda probablement. Sur la dernière partie d'Umeda que j'ai pas faite. Donc demain on va pousser un peu le truc. Oui, dodoting pour paraphraser Romain Expat.
Ah, bah donc voilà, tu pourras me mettre sur ton deuxième écran si tu le souhaites. Et donc le deuxième, ce sera aux alentours de 8-9 heures, 16, ouais 9 heures, hein, je pense. 9 heures heure française. Voilà. Dans le lot, j'ai pas réfléchi qu'il faut que je fasse les courses et le dîner. Mais ouais, le deuxième, le live francophone sera pas très long, il fera 2 heures max. Peut-être un peu moins même, hein. Mais voilà, il y aura les deux demain. Je vais regarder si je peux. Ouais, c'est pas pratique le schedule de Twitch parce qu'en fait on peut mettre que des événements récurrents. Et en fait j'aurais besoin de mettre des événements non récurrents pour que ce soit bien. Donc voilà. J'ai parlé du chemin de la philosophie, mais en fait je vous ai pas montré des photos du chemin de la philo. On pourrait simplement jeter un petit coup d'œil à ça. Hop. Browser. Non, c'est pas ça que je veux que tu montres. Arrête, camarade, montre autre chose. Ça, par exemple, c'est beaucoup mieux. Hop. Si on regarde quelques photos du chemin. Alors le mieux quand même quand on cherche, c'est le chemin de la philosophie quand même, hein. Donc au niveau des images, le chemin de la philosophie, ça donne ça, hein. Donc c'est vraiment un canal utilitaire au départ, ancien, et sur lequel il y a des arbres plus ou moins vieux, mais en fait il y a pas mal d'arbres jeunes également, des arbres qui ont 40-50 ans max, quoi. Donc moi le chemin de la philosophie, bon oui. Le problème c'est que en fait pendant la saison des Sakura, il y a trop de monde et c'est pas super agréable. Hein. Et donc vous voyez en haut là c'est le pavillon d'argent. On descend la ligne rouge, et on arrive finalement sur le Eikando et le Nanzenji. Donc on peut faire un Kinkakuji, Ginkakuji et ensuite redescendre et finir au Nanzenji qui est sur une station de métro, donc c'est facile après pour retourner dans les différents hôtels, etc. Et tout ça se passe donc sur Higashiyama qui est donc la partie ici de la ville. Toute cette partie là qui est à droite de la rivière. Ça va du Ginkakuji qui est indiqué ici jusqu'au Kiyomizu-dera, toute cette zone là. Voilà, voilà. Bien. Je pense que on va pouvoir s'arrêter ici, vu que demain on fera pas mal de choses. Euh, si on n'a rien de plus à se dire, on va s'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Bonne fin de journée ou bonne nuit pour ceux pour qui ça se profile. Et je vous dis à demain.